Donc, en premier, est-ce que vous voulez un peu nous parler de Nicolet, un peu de nous mettre Donc, en moi, contexte? je vais vous donner la vision rurale. Aujourd'hui, vous avez eu la vision urbaine ce matin. C'est deux réalités différentes, mais quand même deux réalités qui se ressemblent. On a les mêmes demandes à l'urbanisme, on a les mêmes défis aux travaux publics. On n'est pas si différents, mais on a quand même une petite différence. Donc, moi, mon nom est Stéphane Biron. Je suis conseiller municipal, mais maire suppléant depuis 2015 parce qu'on ne fait pas de rotation à Nicolet. Et puis, je suis conseiller municipal depuis 2005. Quand j'ai commencé à la ville de Nicolette, on était 6 700 habitants. On avait 15 terrains disponibles pour la construction. Et là, en 2022, on est rendu 8 700 et on a environ en l'urbanisme, une centaine de développements là, qui sont à prévoir, mais on est surtout en train de densifier et de travailler sur ces projets-là. OK. Puis, qu'est-ce qui vous a amené à être responsable de la ville intelligente? Est-ce que dans votre parcours... Bien, je l'expliquais tantôt à la table, malgré qu'on soit une petite ville, on a adhéré rapidement à l'Union des municipalités du Québec. Et cette adhésion-là, sur laquelle on se disait, bon, ça va-tu nous servir à de quoi? C'est-tu des villes qui nous ressemblent? Ça reste qu'à toutes les fois qu'on va au colloque de l'UMQ, qu'on participe à des ateliers, bien, tu sais, comme ce matin, j'ai écouté la présentation de Pierre-Luc. C'est une présentation qui me rejoint gros parce que, au début, quand on a pensé à ville intelligente, tu sais, le Smart City, ça fait peur un peu. Nous autres, on est en milieu rural. On ne veut pas que la technologie, puis vous ferez l'exercice, là, tapez ville intelligente dans Google. Les 5 premiers liens qui vont sortir, ça va être Rogers, ça va être TELUS. Donc, c'est rarement des plateformes hautes. Donc, on ne voulait pas être au service de la technologie, mais on veut que la technologie soit à notre service. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à mettre ça sur pied. Mais on veut surtout que la ville intelligente elle soit inclusive et puis qu'elle soit au service de notre communauté et puis du bien commun. On ne veut pas que ce soit le contraire. Puis comment ça s'est formé? Vous avez formé un comité à Bien, l'interne? il y a 4 ans, on s'est fait un petit comité avec Sébastien, la direction générale, et moi et Geneviève Dubois, qui est la mairesse. Et puis, on a, plutôt que de partir sur des idées, on est en train de définir encore et essayer de se placer sur ça va être quoi pour nous la ville intelligente. Parce que je pense que, tu sais, je veux dire, c'est pas de mur à mur, on a chacun nos réalités en tant que municipalité, puis c'est un peu à ce niveau-là qu'on est. Donc, on est en train de structurer, de prendre des idées. Tu sais, je veux dire, on continue à innover quand même beaucoup à la ville. Pour une ville de 8 700 habitants, là, j'en parlerai tantôt, mais on a beaucoup d'innovation quand même. Bien, donnez-nous des exemples de projets. Bien, la première chose, c'est que nous, l'innovation, on a décidé de la faire surtout en développement durable. Donc, on a été une des premières villes qui a participé à Climat Municipalité qui avait été lancé par le MAMACH. Et on a tout de suite fait le diagnostic de nos gaz à effet de serre et un plan d'action. Et on a été la première ville à rencontrer ces objectifs, c'est-à-dire qu'on a diminué de 20 nos gaz à effet de serre. On est devenu partenaire du climat de la Fédération canadienne des municipalités. Et on a été reconnus, on est 5 villes au Québec qui sont reconnues. Et vous avez utilisé certaines technologies pour arriver à ça ou c'était plus dans Tout à fait. On a commencé par faire la conversion de nos bâtiments qui étaient au mazout. Donc, on les a fait à l'électricité. On avait déjà fait 2 constructions, une caserne incendie et un édifice des travaux publics qu'on a fait en géothermie. Donc, ça, on a déjà réglé ce problème-là. On a changé tout notre éclairage au LED et puis avec des modules intelligents. Et puis, on a créé aussi, on a embarqué, en fin de compte, on embarque à peu près dans tous les projets pilotes qui peuvent exister. Donc, il y avait le projet Sauver qui se faisait avec 5 municipalités pour un projet d'autopartage de véhicules électriques. Donc, la ville de Nicolette avec Plessisville et 3 autres villes ont été les premières à embarquer là-dedans et on a un projet d'autopartage à Nicolette sur des voitures électriques. Donc, un genre de communauto, mais... Communauto, mais géré par la ville de Nicolette. Ah, c'est super intéressant. Je ne savais pas que ça existait. OK. Puis, au niveau de... C'est quoi les principaux défis? Parce qu'on n'a pas nécessairement peut-être l'expertise à l'interne ou pour développer certains projets quand on est dans une plus petite municipalité. Bien, tu sais, les défis sont grands. Les défis, le premier gros défi, c'est de faire embarquer les citoyens. Tu
Nous, à la ville, on a, je veux dire, on veut être inclusif, on veut travailler en partenariat avec eux, mais je trouve qu'on a aussi une mission pédagogique à faire dans le sens qu'il faut comme cesser que le citoyen, en fin de compte, soit un client ou un contribuable. Ça, c'est le mot d'ailleurs que je déteste le plus. Quand quelqu'un me dit hey, « je suis un contribuable », moi, j'aimerais mieux que tu sois un citoyen ou une citoyenne au début, puis que tu participes à l'essor de ta communauté. Un contribuable puis un client, ça reçoit des services, ça ne fait rien d'autre. Moi, je veux que le citoyen participe. Donc, une des premières innovations qu'on a fait pour ça, c'est qu'à l'arrivée de la mairesse Geneviève Dubois, elle avait promis qu'on aurait un budget participatif citoyen. On a été une des premières villes à instaurer ça au Québec, c'est-à-dire que 1 % de notre budget est dédié à des projets citoyens et ce n'est pas le politique qui les décide et qui les vote, mais c'est vraiment les citoyens eux-mêmes et nous, on fait juste les réaliser. Ça, c'est une des premières choses. Après ça, le défi, c'est de faire adhérer tout le monde à ça, mais c'est aussi aller chercher l'expertise. Et quand je disais tantôt que l'UMQ nous aide gros, c'est qu'on a connu des firmes comme Vivre en Ville qui nous ont emmenés ailleurs. D'ailleurs, quand on les a appelés la première fois pour dire qu'on voulait être accompagnés, j'étais un peu surpris. Ils disaient « Ouais, nous autres, d'habitude, on est plus à Montréal ou quoi que ce soit. » Mais on a dit « Oui, mais moi, on a été à une de vos conférences. On a été séduits par votre façon de voir, donc on aimerait ça être accompagnés. » Après ça, il y a Arche avec Noah qu'on a rencontré, qu'on a décidé. Donc, à toutes les fois qu'on est capable de s'associer à des partenaires pour s'améliorer, là, on le fait. Puis, vous avez parlé tantôt de la caractéristique rurale de votre territoire, mais souvent, on a peut-être justement les gens de la ville un peu des biais inconscients à ce niveau-là, mais par exemple, les producteurs agricoles en utilisent beaucoup de technologies. Moi, j'ai des amis, sur leur téléphone, ils ont des applications pour le train ou... donc, c'est pas... quand vous parlez d'accepter tout le monde puis de rassembler tout le monde, faut pas avoir, faut aller au-delà des préjugés qu'on aurait peut-être. Oui, mais tout à fait. Puis il y a une facilité, j'en parlais tantôt à l'extérieur avec Noah et une autre personne, c'est que on est aussi 6 conseillers municipaux. On a la parité. D'ailleurs, on a plus de femmes que d'hommes sur le conseil municipal, mais on a surtout la chance d'avoir un conseil qui est harmonieux depuis à peu près une dizaine d'années. Donc, ça nous fait en sorte que les décisions, quand on veut mettre de quoi sur pied, puis le faire fonctionner, ça va beaucoup plus rapidement. L'unanimité se fait. À la MRC, on est 16 maires. On dirait que ce mouvement-là se fait aussi facilement. Les 15 autres maires nous suivent. Ils font des projets, ils ont le goût d'innover. Je veux dire, en milieu rural, c'est assez simple. Si on ne se développe pas, on va mourir. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Si ceux qui décident de dire je vais baisser les taxes, je vais geler les taxes, ça veut dire que vous ne faites plus de projet parce que, je veux dire, dans une municipalité, juste la masse salariale augmente de 3 % par année. Donc, quand on décide de mettre un terme, là, fini, plus de taxes, on baisse, bien, à un moment-là, là, on sonne de là, on se dit le développement, c'est fini, allez demeurer ailleurs. Moi, c'est ma vision c'est comme ça que je vois ça. Puis, vous avez parlé tantôt de la collaboration avec certaines municipalités, par exemple, dans l'autopartage. Est-ce que, parce que vous êtes centrale à la MRC, c'est quoi est-ce qu'il y a des projets que vous pouvez faire pour vous donner justement plus de moyens de collaboration avec d'autres? Bien, à la MRC, on a une harmonie qui est vraiment importante. Puis, je dirais qu'on fait tout. Parce que là, présentement, la MRC, on est une des premières MRC à avoir adopté une transition écologique. Et en même temps, on a adopté dernièrement notre plan de protection des milieux humides, hydriques et boisés. Et on a adopté le fait de protéger 100 % de nos milieux. C'est-à-dire qu'on s'est engagé à ce que, à toutes les fois qu'on va déroger à cette règle-là, on va le compenser. Et on va essayer partout sur la MRC. Ça veut dire que si, mettons, à Nicolette, je fais un projet, bien, je vais essayer d'aller compenser à Saint-Léonard-d'Aston, qui est une de nos municipalités, à Pierreville ou à peu importe, mais on s'est engagé à le faire. Et tous nos projets, je veux dire, Nicolette, on est vraiment partenaires égaux. Donc, on essaie de travailler ensemble. Je veux dire, la ville-centre a besoin des villes périphériques et je pense que la périphérie a besoin de sa ville-centre aussi. Et tout le monde vous connaît un peu avec l'école de police. Là. Oui. C'est ça. Est-ce
est-ce que l'école de police doit faire partie de votre vision de la ville intelligente? Parce que votre collègue tantôt me disait que, par exemple, c'est le plus gros employeur de la ville avec 500 personnes ou il y a différents... C'est même mon employeur. Ah! Oui, effectivement. Parce que comme conseiller municipal à Nicolette, là, vous comprendrez qu'on a 8700 habitants, donc ce n'est pas des emplois à temps plein. Donc, moi, je suis chef d'équipe approvisionnement à l'École nationale de police du Québec. C'est 500 employés. C'est maintenant une école de sécurité publique parce qu'on ne forme pas que les policiers, on forme les agents correctionnels, on forme les contrôleurs routiers. Bientôt, il va y avoir la fusion de l'École nationale des pompiers et de l'École nationale de police pour faire une École nationale de sécurité publique. Oui, c'est un acteur incontournable là, dans la ville de Nicolette. Puis même en sécurité publique, parce que d'ailleurs, dans une des zones, parce qu'on est en train de travailler des zones d'innovation au sein du Centre du Québec. Et dans la MRC de Nicolette-Yamaska, la sécurité publique a été aussi ciblée parce que dans une petite municipalité de Pierreville, proche de chez nous, il y a des grosses entreprises qui travaillent à la construction et de camions incendies. OK. Mais à ce moment-là, c'est parce que est-ce que les gens qui vont à l'école, on les considère... parce que c'est combien de personnes qui vont à chaque trimestre ou à chaque... La ville a grossi, là. Oui, tu sais, je veux dire, l'école a 500 employés. Ouais. On formait 216 aspirants policiers. On forme 648 aspirants policiers, mais en même temps, il y en a 216. OK. Là, en ce moment, on en forme 36 de plus. Et là, on a des commandes du SPVM pour les incidents qu'on comprend là, pour la sécurité publique. Donc, on a formé 72 de plus. Et on rajoute à ça environ 200 personnes en sécurité publique, soit en perfectionnement policier ou en agent correctionnel. Donc, ça fait à peu près à l'école 900 personnes par jour. OK. Donc, 1000 citoyens temporaires. 1000 citoyens temporaires, dont 300 aspirants policiers qui arrivent le dimanche et qui sont là jusqu'au vendredi. Puis, est-ce que c'est vrai qu'il y a des autos de patrouille partout dans la ville? Tout le temps, tout le temps. Notre sécurité publique, je veux dire, nous autres, la SQ nous remercie parce qu'ils peuvent s'occuper des autres municipalités alentours parce que Nicolette, tu sais, je veux dire, la sécurité publique est assurée toute la semaine. Il faut faire son stop comme il faut quand on est... Oui, en tout cas, les Nicolettains, ils le savent parce qu'ils sont capables de reconnaître les gyrophares qui sont juste rouges, mais, mettons, les visiteurs, eux, peuvent être surpris un peu. Puis, c'est quoi les préoccupations de vos citoyens quand vous entendez, quand vous voulez faire des projets de transformation de la ville, justement pour garder une ville vivante, puis un peu contrer l'exode? C'est qu'ils font partie prenante de nos décisions. Au début, vous savez, on est obligé par la loi d'avoir un CCU, un comité consultatif en urbanisme. Et nous, on en a un comité consultatif citoyen, un comité consultatif en environnement, un comité consultatif en développement économique et en culture. Donc, je veux dire, ça fait une panoplie de... Je veux dire, les feedbacks de la population, on les a live assez rapidement. On est aussi une petite communauté, donc, tu sais, je veux dire, je comprends que c'est plus facile d'avoir ces feedbacks-là rapidement qu'une grande ville comme Montréal et Québec, mais je veux dire, on les a facilement, puis jusqu'à maintenant, en tout cas, je ne sais pas si c'est une belle indication, mais aux dernières élections, je veux dire, il n'y a aucun conseiller et la mairesse n'ont eu aucune opposition. Donc, je ne sais pas si ça faisait partie de l'adhésion à nos projets, mais comme on a beaucoup de projets, on pense que oui. Puis, vous avez pris beaucoup d'engagement au niveau de l'environnement. Est-ce que les projets de ville intelligente vont dans ce sens-là, d'appuyer ces engagements-là, ou il faut faire attention parce que ça peut créer... est-ce que ça peut créer aussi un blocage avec le développement durable ou tout ça? Bien, puis ça, j'en ai parlé personnellement à Noah. Tu sais, moi, je pense qu'il faut faire attention parce que il reste que le réseau Internet est quand même, ça serait un pays, ça serait le 3e plus gros émetteur de GES au monde. Donc, je veux dire, la technologie est une réponse à plusieurs de nos problèmes avec lesquels on peut résoudre. Mais, tu sais, je veux dire, comme je l'ai dit tantôt, l'économie, la technologie, là, tu sais, je veux dire, on vit le COP là, présentement cette semaine. Je pense que l'alerte est lancée. Là. Tu sais, je veux dire... on est déjà, d'après moi, un peu trop tard. On va avoir besoin de la technologie pour nous aider à atteindre des objectifs, mais elle doit être au service de ces objectifs-là et non le contraire.
Tu sais, je veux dire, on a été longtemps au service d'un genre d'esprit capitaliste qu'il fallait absolument nourrir en surconsommant. En fait, tu sais, je veux dire, là, présentement, il faut complètement inverser ça et on va avoir besoin de la technologie, mais tu sais, on a besoin d'une technologie qui devrait être humaine, qui devrait être comprise puis qui devrait avoir l'adhésion de tout le monde. C'est mon avis. Et est-ce que vous pensez que faut être vigilant parce que là, je vous sens un peu mitigé sur la Ben, question. non, je ne suis pas mitigé parce que, tu sais, puis je pensais à ça en fin de semaine quand je viendrais faire ma présentation. Tu sais, je dis, j'ai comme mes aspects puis mes peurs là-dessus, mais tu sais, je viens vous parler quand même avec un iWatch, un iPhone puis un iPad. Fait que, tu sais, je veux dire, je suis au courant, mais l'important de ça, par exemple, c'est que je l'explique souvent. Le téléphone que j'ai, je l'utilise à 90 Tu sais, je veux dire, j'ai fait partie d'une organisation où on avait un logiciel financier sur lequel on chialait beaucoup. On disait, ah, il ne rencontre pas nos objectifs. Quand on se posait la question, mais on l'utilise comment? On l'utilisait à 40 Donc, comment qu'on peut. Tu sais, je veux dire, c'est qu'avoir de la technologie pour avoir de la technologie, c'est une chose, mais tu sais, il faut réfléchir à dire, cette technologie-là, elle va nous aider comment? Est-ce qu'on va être capable de faire en sorte que 100 de cette technologie-là, on va pouvoir s'en servir pour vraiment qu'elle soit efficace pour notre communauté, pour les objectifs qu'on a atteints? Tu sais, il faut toujours se poser ces questions-là. Tu sais, au début, quand ça a parti Ville intelligente, là, j'entendais plusieurs villes. Bon, on a changé les lampadaires, on est maintenant au Dell, on est une ville intelligente. Tu sais, je veux dire, il faut que ça aille un petit peu plus loin que ça, là, la ville intelligente. Je veux dire, il faut qu'avant tout, qu'elle soit sociale, qu'elle réussisse à atteindre les objectifs. Tu sais, il faut vivre encore en communauté. Si c'est pour devenir individualiste, chacun notre application, puis qu'on soit informé via une application, puis qu'on ne se parle plus, je ne sais pas si on va être encore une ville intelligente. C'est pour ça que j'ai certaines préoccupations, mais j'ai quand même un optimisme face à l'arrivée des villes intelligentes. Ça serait quoi vos dossiers prioritaires ou les projets que vous voulez mettre en place dans votre, excusez-moi l'anglicisme, wish list, liste souhaitée pour... Bien, nous, on a fait... tu sais, la première chose, c'est de faire notre part pour contrer les changements climatiques. Ça, je pense que c'est une de nos priorités à Nicolette. On est, en tout cas dans notre région, je veux dire, on est assez bien identifié là-dessus. On a emmené le programme de transition écologique avec la MRC. Les 16 municipalités l'ont adopté. On a lancé un chantier sur l'eau potable, de la source jusqu'au robinet, parce qu'à Nicolette aussi, on est la dernière ville en aval. Après ça, il y a le fleuve. Ça veut dire que du lac Nicolet jusqu'à chez nous, en amont, il y a plusieurs municipalités. Donc, on va aller plus loin. Donc, ça, c'est une des priorités pour nous. Avec ça, bien, on va étudier tous les moyens pour le devenir, mais rendre une ville intelligente aussi, on veut informer nos citoyens, mieux les informer, qu'ils soient capables aussi de nous transmettre, qu'ils soient partie prenante de nos décisions et puis qu'ils deviennent vraiment des citoyens puis des citoyennes, puis qui nous aident à grandir à l'intérieur de ça. Moi, je pense que c'est important que le citoyen ne soit pas juste un contribuable qui reçoit un service, mais il faut qu'il soit capable de travailler avec nous pour que ce service-là soit rendu le mieux possible. Je veux dire, toujours dans notre capacité. Là. On a parlé tantôt des infrastructures. C'est la même chose chez nous à Nicolet. Là. On a une route à refaire. Si les infrastructures souterraines ont été faites il y a 3 ans, aller toutes la refaire. Je veux dire, les coûts à Québec ne sont pas différents des coûts à Nicolet. Là. Je veux dire, le coût de l'asphalte, le coût des entrepreneurs, des firmes d'ingénierie ou quoi que ce soit, on vit toutes les mêmes réalités, en fait. Et est-ce que l'Internet haute vitesse puis le réseau cellulaire est partout dans la région? Ça, c'est le deuxième défi. C'est que là, présentement, la fibre optique pour tout l'ensemble des 16 municipalités de la MRC va être pas mal complétée. Donc ça, c'est une grosse victoire parce que, pour des municipalités, en tout cas pour la Ville-Centre, ce n'était pas nécessairement un enjeu parce que, bon, on a une firme qui s'appelle Sogetel, une compagnie privée. Donc, on avait la chance d'avoir cette technologie-là. Mais là, on est en train, c'est presque terminé pour l'ensemble des 16 municipalités. Sauf que même si on est sur le bord de l'autoroute 20, à côté de l'autoroute 55, en plein cœur du Québec, je veux dire, on a des municipalités où il y a des déserts cellulaires. C'est-à-dire que tu arrives dans le village, puis pendant 7 km, il n'y a plus de cellulaire. Je veux dire, en plein cœur du Québec, en tout cas,
c'est un énigme qu'on n'est pas capable de comprendre puis que les compagnies essaient, mais ça ne devrait pas arriver parce que, je veux dire, en situation d'urgence, ils ont des régies en incendie. Donc, je veux dire, si tous les pompiers volontaires ne sont pas capables d'avoir l'appel cellulaire pour aller, je veux dire, à la caserne, on commence à avoir un problème. Donc, ça, c'est un défi important aussi, là. De partir au moins à armes égales. Oui, oui, non, c'est ça. Ouais. Puis c'est parce que je vous posais la question, parce que dans les grands centres, on a l'impression que... Non. Mais c'est ça, c'est pas la même réalité. Et si dans 15 ans, 20 ans, ça serait... Où vous aimeriez que la ville soit rendue? Bien, j'aimerais ça que la ville soit une communauté florissante. J'aimerais ça qu'on ait aussi... Nous, à Nicolette, on commence déjà à se poser la question de savoir qu'un jour, notre ville, physiquement parlant, elle va se terminer. C'est-à-dire que là, on est 8 700, 8 000 habitants. Ça peut arriver qu'à 12 000, là, je veux dire, on n'empiètera plus sur le territoire agricole. On ne défera plus de boisés. Donc, il va être obligé de se renouveler. Il va falloir le faire en densification. Il va falloir réutiliser des terrains, ou réaménager autrement. Mais je veux dire, à un moment donné, nous, c'est net qu'on s'est dit que l'étalement, ça ne sera plus possible. Puis déjà, on ne s'étale pas beaucoup, là. Mais déjà, on a des projets particuliers. C'est des PPC-moi, là, puis je pourrais vous l'expliquer en zone urbanisme, mais c'est un peu complexe. Mais on avait accordé à un promoteur de faire un projet de densification de 49 unités d'habitation. Il faut comprendre que les villes, notre seule source de revenus, c'est l'impôt foncier. Et il a coupé 3-4 arbres qu'on ne lui avait pas permis de faire. Il a emmené des terres qui étaient un peu contaminées. On lui a complètement arrêté son projet. Donc, on est prêt à aller jusque-là pour rencontrer nos objectifs. Parfait. Bien, je vous remercie. Merci. C'est super intéressant d'avoir votre vision. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Est-ce que vous êtes tous plutôt de Québec ou de grandes villes où il y a d'autres municipalités qui ont peut-être la même réalité? Non? OK. Je suis le seul rural. Très intéressant ce que vous dites. J'ai trouvé quelque chose, vous avez dit, il ne faudrait pas, même si les villes deviennent villes intelligentes, que ça nous rende tout seul, que ça fasse perdre la socialisation qui est encore plus importante. Voulez-vous me parler encore de ça? Parce que je trouvais ça bien. Si on est tous jammés sur notre ordi, à regarder nos affaires ou quoi que ce soit, ou les boutons, c'est quoi la socialisation? Vous avez parlé un peu de ça, là, pas dans mes termes. Bien, à l'intérieur de la ville, via la bibliothèque, moi, je pense que plus on est une ville intelligente, présentement, plus on a d'activités pour notre population. Ce qui, avant d'être moins dédié, mettons, à une ville intelligente, on avait. C'est-à-dire qu'à la bibliothèque, on se sert de la technologie, de l'Internet, de nos plateformes. Sébastien est avec moi, c'est le directeur des communications, pour informer et inviter la population à participer de plus en plus à nos activités et justement briser l'isolement. Je veux dire, on conviendra là, que dans des salles, des fois, l'usage du téléphone intelligent nous met tous dans nos petites solitudes. Je veux dire, je le fais, on le fait. Avant, on était à des tables, on était obligé de... Je veux dire, on n'avait rien là, pour nous déranger, on n'avait pas de smartphone, il fallait parler ensemble. Maintenant, bien, je veux dire, ça peut devenir plus compliqué. Donc, je veux dire, la ville intelligente, elle ne sera pas que technologique. Je veux dire, il va falloir qu'elle soit intelligente. Oui. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Internet, notamment certaines personnes qui ne l'utilisent pas du tout. Ça doit être pareil chez vous. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est dans chacune de nos décisions, aux communications, on fait toujours en sorte de faire en sorte que ces personnes-là puissent avoir l'information de d'autres médias. On n'a plus de documents papier, mais on l'a une fois par année. Et ceux qui font la demande à l'hôtel de ville, parce qu'on a encore un téléphone, bien, je veux dire, on peut s'arranger à ce moment-là pour leur faire parvenir. Une question. Bonjour.
Vous parliez de la collaboration avec les MRC, puis je suppose que au-delà de l'autopartage, est-ce que vous avez des solutions ou vous mettez de l'avant pour le transport ou le déplacement des gens, des personnes là, entre différentes MRC, entre la ville-centre? Donc, est-ce que c'est des outils intelligents ou que vous mettez de l'avant là, pour favoriser le déplacement des gens dans la MRC? C'est une bonne question parce que nous, à Nicolet, on a commencé, il y a 6 ans, à implanter le transport collectif. Je veux dire, c'est quelque chose pour une ville comme la nôtre, là. On n'avait aucune demande. Ça nous coûtait... Non, parce que c'est ça le défi en milieu rural, c'est de créer la demande. Donc, ça, c'était tout un défi. On a décidé quand même d'investir 75 000 $ pour mettre 15 stations d'autobus qui déplaceraient les gens pour aller à Trois-Rivières, parce que la plus grosse ville métropolitaine près de Nicolette, c'est Trois-Rivières, et pour les déplacer à Trois-Rivières. Au début, on était la seule ville de la MRC qui avait délégué le transport collectif à la MRC. 5 ans plus tard, toutes les municipalités de la MRC ont embarqué. On a décidé de créer nous-mêmes notre propre réseau de transport collectif qui va être de la mobilité durable parce que ça ne sera pas que des autobus, mais on va mettre du transport actif ou quoi que ce soit. Et là, on est en train de construire ça avec l'aide de la MRC de Masquinongé. Et on va avoir des navettes qui vont pouvoir déplacer les gens à Victoriaville, déplacer les gens à Drummondville et déplacer les gens à Trois-Rivières, tout en restant dans la municipalité. Et ça va commencer. Là, c'est tout chaud encore, cette décision-là, qui a été prise à la MRC. Merci. J'aurais une question. En fait, vous avez parlé tout à l'heure de la gestion de l'eau potable, votre source d'eau, et que vous êtes, pour le parler en anglais, end of pipe, donc les derniers. Comment, parce que toutes les villes sont prises un peu avec ce problème-là, qu'on est toujours, ou presque tout le temps, la personne qui reçoit l'eau et l'eau contaminée des autres. Comment est-ce que vous avez travaillé la solidarité amont-aval pour faire un développement du territoire en vue de la protection des sources d'eau à vous et de tout le monde? Bien, la première chose qu'on a faite, tantôt, je vous ai parlé de notre plan de protection des milieux humides, hydriques et boisés. La première chose qu'on a fait comprendre à nos partenaires de la MRC qui partagent la même rivière que nous puis qui étaient en amont, c'est que ça prend 100 % de protection de ces milieux-là. Parce que, je veux dire, c'est eux qui sont les principaux, je veux dire, à l'intérieur d'un bassin versant, si on n'intervient pas sur toutes les branches du bassin versant. Puis en plus, on est une rivière, la rivière Nicolette, ça a passé à la semaine verte, il y a plusieurs mois, où on connaît très peu l'étiage de la rivière. Je veux dire, on est en diminution. En 2017 et en 2019, on a eu des grandes inondations à Nicolet, mais nous autres sont la majorité à cause du fleuve et très peu à cause de la rivière. Là. Je veux dire, la rivière n'est pas un enjeu d'inondation, c'est plutôt le fleuve Saint-Laurent et le lac Saint-Pierre qui sont un enjeu. Donc, on a ce plan de protection-là et l'aménagement des berges vont être déjà des premiers pas pour améliorer la qualité. Surtout qu'on est dans le berceau de l'ancienne maire de Champlain, donc à Nicolet, là, on parlait des sols glaiseux. Nous, ce n'est que ça qu'on a. Donc, les défis d'infrastructure routière sont quand même assez importants. Et c'est la même chose pour la rivière. On a des décrochements et des affaissements qui sont assez réguliers. Donc, vous comprendrez que comme on est la dernière ville en aval et qu'on est l'embouchure au fleuve varie entre... des fois 2 pieds de chenal pour sortir de la rivière. Donc, on a une marina aussi qui participe à notre essor touristique un peu. Donc, si les bateaux, je veux dire, des fois, les voiliers sont obligés d'être à quai ou sur le fleuve Saint-Laurent parce que la marina est plus accessible parce qu'il y a 1,5 pied d'eau dans le chenal pour sortir de la rivière. Donc, il y a d'énormes enjeux et comme... Geneviève, la mairesse, est présente aussi à la table du Centre du Québec. Bien, on travaille à faire de la prévention avec tous nos partenaires. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Parfait. Donc, merci beaucoup, M. Biron, d'avoir partagé avec nous votre réalité. Merci.